Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire de la version 2023 de MapInfo Pro. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous sommes trois co-animateurs, je dirais, de ce webinaire. Nous avons Frédéric Collin, qui est le président et fondateur de la société Infoci, que vous connaissez probablement tous. Andrew Kosielski, qui est notre responsable commercial Europe pour MapInfo. Et moi-même, qui suis ingénieur avant-vente sur la gamme des produits de Location Intelligence et de données. Donc notre agenda il est le suivant, une rapide introduction qu'on vient d'effectuer, et puis nous allons évoquer ensemble les nouveautés majeures autour de MapInfo Pro, quelques démos autour de ces nouveautés, et en particulier de la 3D, un cas d'étude réalisé par la société Infosig autour de l'implantation d'éoliennes, et puis les différents contenus à disposition pour vous aider au quotidien dans l'utilisation de MapInfo. Et ensuite, s'en suivra une séance de questions-réponses. Alors, MapInfo Pro 2023, les grandes nouveautés, la nouveauté majeure, c'est bien sûr la 3D. C'est ce que nous avons voulu mettre à disposition, en particulier cette année dans MapInfo. Il y avait beaucoup de demandes d'utilisateurs par rapport à la 3D, donc nous avons réalisé ce type d'évolution. On va vous expliquer comment et pourquoi on l'a réalisé. Un autre type d'évolution important également, c'est l'interactivité avec nos outils web. Donc on a facilité cette interactivité, on a permis l'accès à des sources web des sources de données web de façon plus transparente. Et puis bien sûr, on a mis à jour l'ensemble des outils réalisés autour des besoins pour la 3D par exemple, mais aussi tous les outils autour de la marketplace. Donc ça reste également des points importants sur l'évolution des outils qui vous sont mis à disposition de façon gratuite. Donc la visualisation 3D, puisqu'on en parle maintenant, on va vous expliquer un peu plus ce qu'on a réalisé et pourquoi on l'a fait. Donc ce qu'on a fait au départ, tout simplement, c'est que pour adresser les besoins de cartographie, on avait une fenêtre 3D existante, mais qui était très ancienne, pas très performante, et on s'est aperçu que pour adresser les besoins nouveaux de cartographie 3D, on ne pouvait pas la moderniser simplement, il fallait la refaire. Donc on a refait complètement cette partie 3D qui fonctionne avec OpenGL maintenant à partir d'une librairie qui s'appelle DeckGL. Voilà, qu'on a complètement intégré à MapInfo. Donc c'est pas une fenêtre extérieure, c'est dans MapInfo. On peut directement interagir entre les fenêtres 2D et 3D. Sauvegardez ça dans vos documents. Et c'est fourni comme pour le modèle raster, comme pour le module raster, pardon. C'est fourni sous forme d'un plugin qui vient s'ajouter à MapInfo, donc il est chargé au démarrage de MapInfo. Pourquoi on le fait comme ça? C'est aussi parce que ça permet d'être plus facilement évolutif, c'est-à-dire que quand on a des évolutions à faire juste sur la partie 3D, on a juste à mettre ce module à déployer juste les modifications sur ce module sans avoir à déployer tout le cœur de MapInfo en plus. Quand on parle de 3D, on pense évidemment aussi à tous les aspects de modélisation de données terrain, les MNT, les MNS. Donc ça, c'est bien sûr des choses qu'on va pouvoir supporter de différentes manières. Les mettre à disposition directement depuis MapInfo et dessus faire ce qu'on appelle du drapage, c'est donc venir plaquer les surfaces, enfin venir plaquer des images sur ces surfaces. Ça peut être des images satellites, ça peut être des images de fond de carte, par exemple. Et puis on a été encore plus loin puisque derrière l'idée, puisqu'on interagit avec la fenêtre 2D, c'est que ce qu'il y a sur la fenêtre 2D sous forme vectorielle ou raster, on puisse le retrouver dans la fenêtre 3D. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et bien sûr, derrière, quand on parle de 3D, on s'attend à pouvoir avoir de la restitution en 3D dans un monde de plus en plus, ou dans une cartographie de plus en plus immersive. Et donc c'est ce qu'on appelle extruder les volumes, extruder des objets vectoriels, permet de faire en apportant une dimension d'élévation, mais c'est pas uniquement une dimension d'élévation, ça peut permettre de faire tout type d'analyse, même pour de l'analytique sur des données. Et c'est ce qu'on verra dans un petit moment. Donc, ça permet également, ce module permet également de gérer les objets en 3D. Donc, si vous avez des objets 3D avec des dimensions qui sont appelées Z et M ici, des valeurs de Z et M en termes que vrais objets 3D, on va également pouvoir les afficher et les restituer de façon tout à fait réaliste.
Autre point également, hein, donc tout ce qui est fait en 2D se retrouve, je le disais tout à l'heure, dans la fenêtre 3D, mais ce qui veut dire qu'on va aussi conserver les styles, les transparences, pouvoir mettre des symboles, et puis également affecter des valeurs Z et M sur les objets, alors de type ponctuel ou de type ligne ou polygone, et donc pouvoir les restituer, en 3D. Un petit mot sur l'intégration avec Spectrum Spatial et ses fameux services web. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est bien sûr améliorer cette intégration, cette interopérabilité sur notre plateforme de web mapping, avec notre plateforme de web mapping, via l'intégration de ce qu'on appelle un driver OGR, un pilote OGR, hein, qui permet de manipuler les features de service, donc les objets directement des tables, mais dans un format web. Donc ça permet de le faire pour notre plateforme web, mais ça permet de le faire également pour tout type de service. Donc ça peut être aussi voilà, je sais pas, des enquêtes géologiques qui sont à disposition et qui permettent, on avait un exemple avec une enquête aux États-Unis du service national de géologie qui permettait de récupérer l'historique, par exemple, de tous les séismes. Et on peut se connecter via une simple URL et récupérer directement en format GeoJSON l'ensemble de ces données, les afficher et pouvoir les faire, pouvoir jouer avec les séries temporelles ou ce genre de choses, etc., etc. Donc ça permet aussi d'ouvrir un champ d'application, hein, grâce à ces drivers OGR qui est beaucoup plus large sur des sources d'accès web. Puis de façon plus générale, on a aussi tous les drivers OGR qui maintenant ont été intégrés à MapInfo, ce qui permet d'ouvrir de très très nombreux formats de données. Alors, on a quelques autres améliorations qui ont été effectuées, donc on va pas tout passer en revue ici, mais il y avait eu des demandes d'utilisateurs qui avaient été faites dans ce sens-là. Donc, vous voyez ici, il y a un petit cadenas qui permet d'indiquer que des couches sont en lecture seule, par exemple. On a aussi l'activation, l'activation des activations de la couche de cosmétiques. On a l'ajout d'un menu contextuel, la possibilité dans la fenêtre de recherche pour le tableau. Euh, voilà, il y a aussi l'expression d'étiquettes sur les grilles, ce genre de choses. Et puis la mise à jour des outils dans la MapInfo Marketplace. Donc, je pense que la plupart d'entre vous savent ce qu'est la MapInfo Marketplace, mais je vais quand même en dire un mot ici. Donc, c'est intégrer à MapInfo la possibilité, bien juste en vous inscrivant via votre adresse email, d'avoir accès à tout un ensemble d'outils qui sont fournis par notre communauté et qui sont totalement gratuits. Donc là, on a fait des mises à jour sur ces outils qui étaient demandés, notamment avec l'outil qui permet de gérer les valeurs de M et Z sur les objets en 3D. Mais vous avez plein d'outils utiles que vous allez pouvoir trouver sur cette marketplace et que vous pouvez installer et qui vont bien vous aider dans ce quotidien, dans votre quotidien. Voilà, donc ça c'était pour vous brosser un rapide tour d'horizon autour des principales nouveautés de MapInfo 2023, mais la grosse nouveauté c'est ce qui concerne la 3D, et on va commencer par une petite série de démos autour de la 3D. Donc une série de démos qu'on va faire en 3 parties. Une première série qui va être la création de simples cartes 3D, mais pour donner une idée de ce que ça peut permettre de faire et de comment ça permet d'afficher des données en 3D. Un deuxième type de démo qui va être plus sur apporter plus de visibilité, plus de réalisme sur vos analyses ou sur vos cartes en 2D. Et puis la troisième qui va être plus sur du pur analytique à des fins euh, je dirais d'une communication plus efficace. Donc voilà, première démo autour de la création de modèles 3D, en tout cas de cartes en 3D déjà, de simples cartes en 3D. Et vous voyez ici une carte de la Réunion. Et c'est ce sur quoi je vais nous emmener maintenant. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi ces derniers jours. Je vais ouvrir un document. Et pour info, je fais un clin d'œil à l'île de la Réunion parce que je sais qu'il y a au moins un participant de l'île de la Réunion. Voilà. Ah, eh ben, donc lui, il est forcément au courant que le week-end dernier, il y a eu quelque chose qui s'appelle la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion, qui est un ultra trail. Donc un ultra trail, c'est un très très grand, on va dire, marathon. Donc là, en l'occurrence, on parle de quelque chose de très très conséquent en termes de dénivelé et de longueur. Donc c'est une course
qui a duré, pour les plus rapides, un peu moins de 24 heures. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fou. C'est pour ça que ça s'appelle la diagonale des fous. Donc ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour se rendre compte de ce que c'est que cette course. On a un modèle OSM. On a un fond de carte OSM. Vous voyez qu'on reconnaît bien la réunion avec ces deux pics hein, ici. Donc ici, on va avoir le piton de la fournaise, les deux plus grands pics, et puis le piton des neiges ici. Maintenant, ce que je vais faire, pour qu'on se rende bien compte de ce qu'est la diagonale des fous, c'est que je vais afficher, alors ça c'est une trace GPX hein, que j'ai chargée, qui s'affiche ici, je vais changer son style, et on va se rendre compte tout de suite de ce que ça représente. Mettre un peu plus épais. Vous voyez, donc c'est déjà un tracé qui fait quasiment, ça fait 160 km, et un dénivelé qui est conséquent, mais le dénivelé là on ne s'en rend pas trop compte. Donc la première chose qu'on va faire, c'est utiliser une fenêtre 3D hein, pour s'en rendre compte. Donc ici, j'ai un menu 3D qui est nouveau. Et pour créer une carte 3D, la seule chose que j'ai à faire, c'est de cliquer sur fenêtre 3D, ce qui va m'afficher cette fenêtre ici. J'ai différents types de représentations possibles. Ici, je vais sélectionner carte. On en verra d'autres tout à l'heure. Ensuite, ce que je peux faire, et ce qui va être nécessaire évidemment, pour créer une carte en 3D, ça va être d'utiliser un modèle numérique de terrain, un modèle d'élévation. Et vous avez ce petit bouton ici qui vous permet de déclarer vos modèles. Alors nous, on en fournit par défaut. Il y a ce modèle qu'on va utiliser qui s'appelle Mapzen Terrarium, qui est un modèle gratuit et à l'échelle mondiale. Donc ça a l'avantage d'être disponible, de pouvoir être utilisé sans condition de licence et de pouvoir couvrir le monde entier. Bien sûr, c'est pas d'une précision extraordinaire. Vous avez la possibilité, quand vous cliquez sur Ajouter, hein, de venir choisir si vous voulez un serveur d'image tuilée ou si vous voulez utiliser une image locale. Donc, ce qu'il est possible de faire également après pour charger, par exemple, les MNT de l'IGN. Ici, je vais utiliser mon modèle par défaut en tant que source d'élévation. Ici, je vais le prendre ici. Et je vais lui dire de me plaquer la surface OSM dessus et d'ajouter une couche. Voilà, oui, je vais remplacer. Et je vais uniquement ajouter une couche vectorielle directement sur ce modèle qui est mon tracé de la carte de la Réunion. Et voilà. Et automatiquement, je me retrouve avec un modèle en 3D ici et dessus plaqué ma carte OSM et ma carte vectorielle que je peux afficher et cacher. Alors vous avez vu, ça ne s'est pas appliqué automatiquement. Il faut que je clique sur appliquer si je veux que ça s'applique. Donc je vais cocher auto, comme ça mes modifications vont automatiquement être prises en compte et s'appliquer. Ça c'est très pratique si vous avez plusieurs modifications à faire en même temps, comme ça après vous pouvez ne les appliquer que à la demande. Alors, vous voyez que je suis en train de zoomer sur cette carte, hein, donc avec la molette, je zoome avant, je zoome arrière, en appuyant sur CTRL et avec ma souris, je navigue dans toutes les dimensions possibles. Je vais également pouvoir limiter le pitch de façon à ne pas me retrouver la tête à l'envers. Et voilà, vous voyez ici, de fait, on se rend tout de suite plus compte du dénivelé et de l'importance de cette course qui traverse toute l'île et qui va suivre toutes les crêtes ici pour descendre au milieu de la montagne, puis remonter. Il y a plus de 10 000 mètres de dénivelé. C'est très, très impressionnant. Une sacrée performance pour tous les athlètes qui réalisent cette course. Voilà, c'était juste pour vous illustrer en première vue hein, la simplicité de créer un modèle 3D et de pouvoir naviguer dedans avec cette nouvelle fenêtre de MapInfo et tout ce qui est déjà fourni. Je voulais également vous montrer un deuxième type de carte possible. Et là, je vais aller ouvrir un autre document. On va ouvrir un document du monde. Et comme on le sait tous, la Terre n'est pas plate. Et donc, je vais en profiter pour faire une représentation de type globe. Alors, ici, carte du monde, un grid sur lequel on va appliquer une thématique. Une thématique ici sur un taux de croissance de population. Et encore une fois, je vais réaliser une fenêtre 3D à partir de mon bouton fenêtre 3D. Mais cette fois-ci, ma représentation, ça va être un globe.
à la Google Earth. Et je vais ajouter mes couches. Je peux choisir les couches que je veux ajouter. Et vous avez peut-être vu, j'ai été un peu vite, la thématique était affichée aussi dans les couches. Et voilà, magnifique. J'ai un globe, donc de la même façon, je vais pouvoir naviguer sur ce globe. Alors, hop, j'ai ma carte 2D, je vais la mettre en parallèle. Ici, je peux naviguer donc sur ce globe également. Je vais pouvoir venir cliquer sur la carte et en fonction de ce que je vais avoir activé ici, sélectionner les objets, recherche de la sélection, afficher également la fiche info. Et quand je vais cliquer, vous voyez qu'automatiquement, ça peut venir me sélectionner les objets et zoomer dessus automatiquement en m'affichant la fiche info, selon ce que je vais avoir sélectionné. Je peux également décocher une couche. Et ça va me mettre à jour l'affichage. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec un globe qui permet automatiquement de naviguer autour de ma carte 3D. Vous voyez, hop, ça tourne dans le sens qu'on veut au fur et à mesure. Bon, c'est une représentation sympathique. Donc, il y a différents types de représentations possibles. Donc ça, c'était notre première Bonjour, démo. monsieur. Alain Benzi, Société AGO, Géomètre Expert. Serait-il possible de parler à monsieur Chauvet, s'il vous plaît? Alors là, on a un fond de... Ah oui, alors là, je vais... Monsieur Benzi, B-E-N-Z-I. Qui c'est qui nous parle? Ça doit être le standard. Allez, stop, je coupe, c'est bon. Alors par contre, j'ai pas accès à mon petit bouton en dessous. Donc on va faire comme ça. Hop, et je vais reprendre ma présentation ici. Voilà, donc l'idée ici, c'était de vous montrer comment on pouvait naviguer, créer des cartes 3D sur différents modèles. Alors le globe, c'est toujours sympa pour se balader un peu, avoir une vision du monde globalement, mais ça permet aussi d'afficher des thématiques et de pouvoir les présenter sous un nouveau jour. Et puis ici, pouvoir utiliser les MNT pour projeter des données, les mettre dessus, c'est également une des premières demandes qu'on va avoir avec des cartes en 3D. Ensuite, on a d'autres types de demandes qui vont être plus autour de, je dirais, la réalisation ou la visualisation de données dans leur environnement et dans leur environnement en 3D. Alors, vous voyez ici, j'ai créé une petite, on dirait une serrure dans une porte, et on va aller voir ce qui s'y passe ici pour essayer de voir si on arrive à déverrouiller nos données avec la 3D. Et donc, on va passer encore une fois sur un nouveau document qui va reprendre ici cette serrure. Alors je dis serrure, c'est un jeu de mots bien évidemment, c'est plutôt une zone d'intérêt qui est affichée ici. Zone d'intérêt que vous reconnaissez peut-être. Donc cette clé en fait ce sont les Champs-Élysées. Et la zone d'intérêt en rose, c'est entre on va dire, la Concorde et la Défense. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que ça s'y prête bien. On va avoir des grands bâtiments sur la Défense. Et puis il y a une grande ligne droite ici qui permet d'avoir une visu bien immersive en 3D. Mais au-delà de ça, on va aller faire de vraies analyses sur les bâtiments à travers notre fenêtre 3D. Donc à partir de là, ici j'ai tout simplement affiché des bâtiments qui sont issus d'une offre data qu'on a chez nous sur la base immeuble. Et sur ces bâtiments, je vais chercher d'une part à me rendre compte de leur hauteur, pouvoir avoir une vue immersive de ces bâtiments, mais je vais aussi faire une analyse thématique sur on va dire le diagnostic énergétique ou la consommation énergétique de ces bâtiments, savoir si ils sont très énergivores ou pas. Et pour ça, je vais sur ma couche de bâtiment appliquer une analyse thématique ici, directement par rapport à un champ. Alors, ce champ, c'est le champ de diagnostic énergétique ici. Et je vais appliquer ma thématique.
Donc cette thématique, elle s'applique ici hein, sur l'ensemble de mes bâtiments. Maintenant, je vais la projeter pour avoir une visu 3D de cet ensemble. Et pour ça, je vais utiliser ma fenêtre 3D. Encore une fois, donc de type carte. Je vais garder mon modèle. Je vais appliquer mon fond de carte et je vais ajouter une couche. Alors je peux ajouter 3 couches ici en l'occurrence, mes 2 zones d'intérêt, plus ma couche de bâti qui possède une thématique. Donc vous voyez, hein, quand c'est en vert, c'est que c'est pas énergivore. Quand c'est en rouge, c'est que c'est très énergivore. Et en gris, c'est qu'on ne sait pas pour le moment. Il n'y a pas eu de diagnostic de fait. Donc ce que je vais faire maintenant, alors vous voyez, on a nos couches. Par contre, mes bâtiments n'apparaissent pas ici. Je peux naviguer, on les voit à peine apparaître en dessous. Donc ce que je vais leur demander à mes bâtiments, c'est de se positionner par rapport au modèle numérique de terrain. Et là, ils apparaissent. Alors ils apparaissent en 2D. Ce sont des objets qui possèdent une hauteur, mais pour afficher cette hauteur, je vais être obligé de les extruder ici. Et pour ça, je vais directement utiliser cette boîte de dialogue qui me permet d'extruder le bâtiment et d'aller chercher la hauteur. Et là, on va voir apparaître ces bâtiments en 3D avec une vue totalement immersive. Entre les Champs-Élysées et au bout, la Défense, on retrouve des très grands bâtiments. Voilà, là, alors hop, où on va retrouver par exemple la tour EDF qui est en vert, qui n'est pas, elle, énergivore. Mais on a des bâtiments qui sont en rouge, qui eux sont très énergivores. Alors, ce qu'on peut s'amuser à faire également, puisque ici on a représenté la hauteur des bâtiments, hein, pour se rendre compte de leur de leur hauteur dans l'environnement. Ce qui peut être intéressant et ce qui n'est pas forcément évident de faire avec une analyse en 2D traditionnelle, hein, ça va être de s'intéresser, par exemple, au nombre de logements qui sont énergivores. Et pour ça, plutôt que d'afficher la hauteur du bâtiment, je vais directement pouvoir me baser sur le nombre de logements. Exemple ici. Et vous allez voir que voilà, ma couche se met à jour. Et du coup, c'est plus du tout le même rapport. Hein. On a des endroits où on va s'intéresser ici maintenant aux bâtiments qui sont rouges et sur lesquels j'ai beaucoup de logements. Alors on va aller chercher ici la fiche info sur ce bâtiment. Est-ce que hop, est-ce qu'il veut me la mettre? Allez, hein. Non, pas m'afficher. Bon, pas grave. Donc ici, on va se retrouver avec des bâtiments qui sont extrêmement énergivores et de mémoire, celui-ci, il est des années 1900, donc c'est pas très étonnant qu'il soit très énergivore. Ensuite, ce que je peux faire également, c'est, par exemple, hein, au niveau des Champs-Élysées, m'intéresser, pour créer un environnement un peu plus immersif, m'intéresser à mes couches, par exemple, à des éléments qui sont également en hauteur près des bâtiments, ça peut être les arbres et ça peut être l'éclairage. Voilà, donc j'ai extrait un certain nombre de points d'éclairage et un certain nombre d'arbres qui se trouvent dans ma zone d'intérêt ici. Et à partir de ces éléments-là, je vais pouvoir les représenter également en 3D en les ajoutant à ma visualisation 3D. C'est ce que je peux faire typiquement en ajoutant ces 2 couches. Et comme ce sont des couches qui sont déjà en 3D avec des hauteurs, on voit ici indirectement les hauteurs des luminaires et les hauteurs
des arbres. Donc en période de Noël, ça nous aide un peu à nous projeter, de nous dire, tiens, ben voilà, si je vais sur les Champs-Élysées, je vais avoir une avenue tout éclairée. Maintenant, ces arbres, je pourrais vouloir les restituer différemment. Alors tout simplement, les restituer différemment, c'est venir ajouter des arbres par exemple, hein, mais des arbres en 3D, des représentations de ces arbres, plutôt qu'une couche de points ici. Donc ce que je vais pouvoir faire, si je désactive ça par exemple, c'est venir ajouter une représentation, un objet en 3D. Et vous voyez ici que je peux ajouter des couches standards, je peux ajouter des modèles de terrain, mais je peux aussi ajouter des objets à partir de ma couche d'arbre par exemple, et venir sélectionner une représentation d'un arbre ou d'un objet arbre. Et je vais faire un tout petit peu de paramétrage ici pour lui indiquer que je veux une représentation de ces arbres ici à une certaine échelle. Et vous voyez directement apparaître mes arbres sur mon modèle en 3 dimensions ici. Alors tout à l'heure, j'ai voulu sélectionner des infos sur mon bâtiment ici, elles ne sont pas affichées. Et la raison, elle est toute simple. Vous voyez, magnifique vue, hein, ici. La raison est toute simple, c'est qu'il faut activer la couche en sélection pour récupérer l'info sur le bâtiment. Et vous voyez ici, d'ailleurs, que j'ai un tooltip, un infobulle qui s'affiche, et vous voyez ici que l'année de construction, c'est 1900. Alors de la même façon aussi, hein, on va pouvoir régler les étiquettes hein, et afficher ce qui nous intéresse. Si je voulais directement l'année de construction, j'aurais pu ici, au niveau de l'étiquette, venir changer, plutôt que d'avoir l'identifiant du bâtiment, mettre le libellé de l'étiquette. Donc voilà pour cette démonstration autour d'une création un peu plus immersive, mais aussi de la création d'informations hein, autour de ces bâtiments, autour de l'analyse qu'on pourrait en faire sur une vue 3D en complément de cette vue 2D. Je vais maintenant fermer ce document et revenir sur ma présentation ici. Donc ici, on a pu voir qu'à travers hein, la création de bâtiments, en extrudant ces bâtiments, en créant de la vue 3D, on arrive quand même à avoir une vision nettement plus immersive, beaucoup plus réaliste de l'environnement. Et ça va aider, et c'est de plus en plus demandé dans des présentations, à convaincre. Hein. Ça va aider à représenter de façon la plus réaliste possible la réhabilitation de sites, la création de projets d'éoliennes ou la création de tout type de projets qui vont toucher à des sites, la planification urbaine, ça va être utile aussi dans les telcos, etc., etc. Donc on a vraiment beaucoup de cas d'usage par rapport à ça. Dernière démo que je voulais faire, ça va tourner plus autour des aspects d'analyse et de communication. Et l'idée ici, c'est de partir d'un maillage. Alors, je vais vous montrer rapidement, pour vous expliquer le principe. On avait une idée qui était ici de représenter des données, ces données toujours issues de notre base de données qu'on appelle la base IMOM, mais en fait qui est la base de l'ensemble des adresses françaises, hein, qui permet d'avoir accès à des points adresses, mais également à l'ensemble des bâtis et l'ensemble des parcelles françaises. Tout ça, c'est lié, évidemment. Mais ce que vous voyez à l'écran, hein, ce sont d'abord en bleu des points adresses. Voilà, ces points adresses contiennent des informations, des données. Et pour chacune de ces données, on va pouvoir les agréger dans des hexagones comme ça, pour avoir une information plus facilement analysable. Donc ça, c'est les hexagones Uber H3. Hein, c'est un découpage connu, mais on pourrait utiliser n'importe quel grid pour réaliser ces agrégats. Et donc, ce que je voulais mettre en avant ici, hein, on va principalement s'intéresser à cette petite grille, c'est mettre en avant quelques indicateurs. Alors, des indicateurs comme par exemple l'attraction touristique. Hein. Donc ici, on a des scores d'attraction touristique. Et dans ma zone d'intérêt, on voit que globalement, hein, c'est sur les Champs-Élysées ici qu'on va retrouver le gros score d'attraction touristique. Donc jusque-là, bon, pas grand-chose d'exceptionnel.
On va pouvoir également afficher les revenus ou des indicateurs de densité de population. Mais globalement, sur cette zone-là, on n'a pas grande surprise. Donc, on va s'intéresser plutôt à une autre zone. Et on va prendre tout Paris, par exemple. Donc, je vais aller ouvrir un document sur Paris et son intégralité. L'idée ici, c'est de vous expliquer la construction de départ de ces hexagones, pourquoi on les a fait. Et maintenant, on va faire deux analyses. On va en faire une première parce que ça reste amusant à faire, qui va être sur l'attraction touristique, évidemment. Alors celle-là, on va peut-être pas la représenter en 3D maintenant parce qu'elle n'a pas grand intérêt, mais juste pour vous montrer que ce qu'on va retrouver en termes d'attraction ici, c'est un petit peu de transparence, hein, c'est ici on reconnaît la clé de tout à l'heure, donc ici c'est les Champs-Élysées, là c'est le quartier autour de la Tour Eiffel, là on a Montparnasse, ici on va avoir tout ce qui va être autour du Sacré-Cœur, hein. Et puis tout le quartier autour de la Seine, hein, avec Notre-Dame et les quais de Seine, voilà, les bords de Seine. Donc globalement, on s'aperçoit que c'est les quartiers touristiques de Paris. Bon, ça, c'est relativement connu, donc pas de surprise encore une fois là-dessus. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce type de données, on peut le projeter sur la France entière à différentes granularités et niveaux. Et donc il y a des zones qui sont moins connues et qui permettent à la fois de pouvoir trouver de l'attraction touristique, de l'attraction commerciale, des revenus, etc., etc. Et puisqu'on parle des revenus, on va aller justement faire l'analyse des revenus. Alors on va le faire sur Paris. On va continuer notre analyse ici. Et on va faire une autre analyse thématique. On va sélectionner les revenus. Ici, ce qu'on peut faire en termes de sélection de revenus. Et pourquoi ici on va s'intéresser à faire de la 3D? C'est parce que globalement on a fait une analyse ici par classe qui nous dit, voilà, sans grande surprise, hein, on voit le 7e, le 8e, le 15e, le 16e qui concentrent les revenus. Et puis sur le reste, on a des revenus un peu moins élevés, voire dans le nord-ouest, dans le nord-est ici, des revenus encore moins élevés. Maintenant, si je veux apporter un peu plus de finesse et de granularité dans l'analyse ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une carte 3D en prenant toujours mon modèle de terrain, en précisant que je veux un fond de carte, et puis ici, je vais ajouter des couches, une couche en particulier, qui va être ma couche d'analyse, sur laquelle je vais retrouver mon analyse thématique dans ma vue 3D. Donc là, on la voit bien. Ça, pour l'instant, on peut le fermer. On voit bien ici. Alors la seule chose, c'est que pour l'instant, l'analyse, elle est à plat, parce qu'il faut que j'extrude évidemment les données. Et ça, je vais utiliser ma variable de revenu également, que je vais vouloir représenter ici. Et il faut que j'applique les modifications. Et là, alors là, c'est un peu important, donc on va changer la façon de regarder via un coefficient selon ce qu'on utilise comme données. Voilà, donc ce que ça met en avant ici, encore une fois, à travers cette visualisation en 3D, sur lequel je peux appliquer un peu de transparence, hein, ou changer les styles, ce que ça va mettre en avant, c'est tout simplement le fait que dans ma classe où j'ai des revenus, je m'aperçois qu'ici, je vais pouvoir encore, par exemple, identifier vraiment les endroits où se situent ces revenus et comment les différencier ou comment les classifier entre eux ou comment repérer les zones dans les hauts revenus qui sont vraiment les plus revenus. Alors là, on le fait avec du revenu, mais ça pourrait être avec tout un ensemble d'autres éléments de l'attraction commerciale ou n'importe quel indicateur qui peut avoir un intérêt ici. Et puis ensuite, je peux aller dans l'infobulle, par exemple, changer ici la valeur de l'infobulle. Donc ici, j'ai la valeur de mon hexagone, mais si à l'intérieur ici, je mets la valeur du revenu, devrait se mettre à jour.
Voilà, ici vous avez maintenant le revenu qui s'affiche pour chaque petit hexagone qui est visible ici. Et ça permet donc d'avoir de l'analyse je dirais en 4D et qui est beaucoup plus fine, tout simplement. Donc voilà pour cette présentation autour de la 3D. Le dernier élément, donc ici, hein, c'est ce qu'on disait, ça peut permettre à la fois d'avoir et des vues immersives et des analyses plus efficaces ou plus pertinentes, ou c'est une façon d'évaluer plus facilement des données, bien qu'elles soient déjà présentes en 2D. La 3D peut vous amener un quatrième niveau, je dirais, d'analyse sur vos données. Voilà, donc moi j'en ai fini pour le moment avec la présentation et je pense que Frédéric, tu peux reprendre la main et enchaîner, si tu veux, avec ta démonstration autour de ton étude de cas pour l'implantation d'éoliennes. Eh ben ça marche. Eh ben merci Charles pour ta présentation. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je connaissais pas tout. Je vois des capacités 3D. Et j'ai trouvé le globe assez impressionnant, notamment je trouve pour la cartographie statistique également très intéressant. Je vais présenter de mon côté bien la société InfoSIG Cartographie, qui est à l'origine d'un bureau d'études et on est partenaire, revendeur, distributeur des solutions de Precisely depuis 20 ans environ. On est essentiellement distributeur MapInfo, des solutions Routefinder et puis également de toutes les données que propose Precisely, notamment les données d'attractivité commerciale ou touristique, etc., ce que vous avez pu voir et plus encore. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter, en fait, c'est des études de cas qui sont en général ce que font nos clients, notamment, par exemple, sur des projets d'implantation éolien, et puis également un peu de statistiques. Alors, je vous montrerai des choses qui sont déjà dans MapInfo, mais pour nous, ça en fait une force très, très importante par rapport, je pourrais dire, à la concurrence, notamment sur la partie SQL et réalisation d'automatisation de scripts notamment pour faire des traitements en accéléré. Alors, je vais commencer par une première partie qui va être en gros une simulation d'une implantation d'un parc éolien et d'en voir un peu les conséquences. Donc, je vais utiliser différents outils de MapInfo et je vais partager du coup ma vue. Voilà. Alors, c'est parti. Voilà, donc là je vous présente en fait le territoire. On est dans le secteur de la Champagne au-dessus de Troyes. Et puis on a donc des données de relief, des données au niveau des communes, ici sont identifiées principales. Et puis on a une toponomie qui a été également mis en place. Ça, c'est une carte 100% MapInfo. On n'utilise pas un fond web comme OpenStreetMap ou les fonds Precisely, Iron, Bronze, qui sont également issus d'OpenStreetMap. Mais voilà, donc là, on recrée un fond. Et puis, donc ça, on a fait d'abord une extraction de MNT. Bon, et on s'est servi entre guillemets sur les open data disponibles en ligne, notamment l'IGN qui en diffuse pas mal. Et puis on a fait un travail d'assemblage et on va dire, d'ombrage. Ici, c'est une carte d'ombrage 2D qui permet de mettre en exergue en fait le relief. Voilà, donc je dirais même que le relief il est un peu exhausté par rapport à la réalité du terrain qui est finalement relativement peu montagneux si on peut dire. C'est vraiment un fond de vallée et c'est plutôt du collinaire assez léger avec des élévations qui dépassent pas plus 100 mètres d'altitude. Voilà, entre le fond de la vallée et les sommets que vous voyez. Ensuite, par rapport à ça, pour implanter un parc éolien, on va avoir besoin de mettre des contraintes où on ne peut pas implanter des parcs éoliennes. En général, ces contraintes, ce sont par exemple les données naturelles d'environnement. Alors j'en ai pris une qui sont les SNIEF et je suis allé chercher ce qu'on appelle les services WMS, Web Map Service, que j'affiche à l'instant. Là, ce que l'on voit, c'est un Web Map Service. Hein, on dirait que c'est du vectoriel.
Et puis, j'ai également extrait la même chose, mais en version WFS, donc en mode objet, sachant que la base de données que j'ai chargée, bah, c'est la France entière, ici, en lien WFS. Alors ensuite de ça, j'en ai fait une extraction pour créer une couche, on va dire, identifiée à part. Donc ça, je vais vous montrer la couche extraite vite fait, voilà, qui sont ici, donc SNIEF 1 et SNIEF 2, que j'ai ensuite fusionné dans une seule et même couche qui s'appelle le SNIEF Fusion, qui montre qu'ici, je ne peux pas implanter d'éolienne. Ensuite, autre contrainte, c'est l'éloignement par rapport au bâtiment. Les bâtis également, on les a récupérés en ligne. Et on a notamment des périmètres autour de tout bâti de 500 mètres. Alors, je suis en train de réfléchir parce que, bon, on va voir, je vais prendre les bâtis de manière exhaustive, y compris ce qu'on appelle les bâtis non habités, bien que je puisse faire la distinction, parce qu'on connaît en fait souvent la nature des bâtiments, si c'est du résidentiel ou si c'est de l'activité, par exemple commerciale ou agricole, ou ce qu'on pourrait appeler du bâti léger également. Voilà, donc là je vais faire ce qu'on appelle un tampon, un rayon de 500 mètres autour de ces bâtiments sans regarder la nature de ces bâtiments. Alors pour ça, moi j'utilise le nouveau requêteur SQL de MapInfo qui me permet en fait d'enregistrer finalement mes requêtes que je récupère au passage dans ma fenêtre map basique, et puis je vais pouvoir enchaîner en fait plusieurs commandes à la suite. Donc là, je commence déjà par pouvoir supprimer tous les objets de la couche bâtie, et je recrée tous les objets à l'intérieur. J'applique ensuite le périmètre de 500 mètres ici qu'on voit, et je vais l'enregistrer ensuite dans ma table tampon bâti. Donc là, ma couche des tampons, elle est ici. Voilà, je l'affiche. Et pour l'instant, on voit même qu'elle est vide, hein. Elle est déjà, en fait, déjà effacée. Donc, je dirais que la commande delete from n'a pas d'utilité. Mais je me pose pas de questions. Je vais relancer l'exécution. Je n'affiche pas le tableau de données et que j'exécute. Voilà, donc on obtient notre résultat et ça vient donc d'alimenter automatiquement ma couche tampon bâti tout en enregistrant la couche derrière. Et j'obtiens donc une deuxième contrainte forte des zones de non-implantation, on va dire, d'éoliennes. Voilà. Ensuite, j'ai également les forêts qui sont une contrainte. Voilà, donc je peux afficher également les forêts. Donc voilà, on va dire j'ai trois couches de contraintes qui sont mes forêts, mes zones de protection dites SNIEF et mes zones tampons autour de mes bâtis, donc à 500 mètres. Bon, je pourrais continuer plus loin, hein, on va dire une vraie étude éolienne, on va pousser les curseurs un peu plus loin. Là, c'est juste à titre de démonstration. Et puis ensuite, maintenant, je vais implanter quelques éoliennes. Alors j'ai déjà le parc des éoliennes existantes que j'ai récupéré également sur les sites je crois que c'est de l'Adriane. Et puis ensuite, par rapport à ça, je vais simuler de manière totalement arbitraire l'implantation de parcs éoliens. Donc l'idée, c'est de créer un nouveau projet éolien. Et puis, donc, je vais insérer quelques objets, quelques éoliennes à l'intérieur. Donc je vais insérer quelques points. Évidemment, je vais éviter de ne pas me placer sur des zones forestières ou déjà à proximité d'un bâtiment de 500 mètres. Voilà, donc j'implante quelques points seulement et je vais enregistrer donc cet élément. Et puis je vais placer également une image, en fait, ça sera plus sympa une petite étoile qui est le symbole par défaut de MapInfo. Donc là, j'ai implanté une image qui est une image PNG au passage d'une éolienne. Voilà, pour que le rendu soit un peu plus sympa. Donc voilà, j'ai fait le travail d'implantation et puis au passage, je vais calculer également ce qu'on pourrait appeler la zone de visibilité ou de non-visibilité de ce parc que je viens d'implanter. Je vais lancer un calcul raster ici qui est une opération de création de bassins visuels qui va me permettre notamment
de calculer la visibilité ou la non-visibilité de ces éoliennes. Alors j'ai oublié un petit détail sur ces éoliennes, c'est peut-être de leur indiquer une hauteur. Donc là, je vais rajouter pour chaque éolienne, alors évidemment je vais le faire au hasard, hein, mais voilà, des hauteurs diverses de chaque éolienne. Voilà, voilà, j'insère quelques hauteurs d'éoliennes pour pouvoir faire en sorte que mon calcul de visibilité soit bien en fonction de la hauteur totale de l'éolienne, c'est-à-dire le mât plus la pale ou le bout de l'hélice. Donc là, je vais créer donc mon modèle de visibilité sur cette couche de fichier de projet éolien. Je vais lui indiquer donc qu'il faut prendre la colonne hauteur. Le décalage du terrain, eh bien, je vais simuler en fait comme si on s'était placé, nous, humains, sur le terrain, en plaçant une hauteur des yeux moyenne à 1,60 m du sol. Je vais dire un rayon de vue d'où je peux voir sur ce terrain, sur une constante, on va dire que je peux voir à l'infini. Alors si je mets 50 km, c'est-à-dire 50 000 mètres, c'est comme si je voyais, je veux dire à l'infini, je vois au-delà de la couverture du MNT que j'ai extrait. Hein. Voilà. Je vais appliquer une correction terrestre, avec diffraction notamment pour la correction terrestre 4 tiers. Voilà, et puis je vais lancer le traitement. Donc ça va écraser le fichier que j'ai. On voit que ça va relativement vite. Hein. Voilà. Donc là, j'ai réussi la carte. Alors la carte, c'est une carte qu'on pourrait appeler binaire. En rouge, elles sont visibles. Et en bleu, elles ne sont pas visibles. Elles sont masquées par un phénomène de relief, ou ça peut être également, quand on fabrique des modèles numériques de surface, on intègre la hauteur des bâtiments en 3D, la hauteur des forêts et des boisements également, ou des haies, qui peuvent servir de masquage de visibilité de ces éoliennes. Alors ce MNT que j'ai obtenu, je vais le transformer en vecteur également, donc je vais le polygoniser et je vais voilà, pouvoir faire une thématique dessus. Voilà, et ça va être celui-là. Ok, hop, je fais mon traitement également. Voilà, ce qui me permettra de l'afficher dans la vue 3D au final. Hein, voilà. Voilà, donc là, c'est ici, j'ai mon raster qui est là. Je l'enlève de l'affichage et le mode vecteur à dessiner donc les objets, je vais pouvoir en faire une analyse thématique via des valeurs individuelles sur ces objets qui ont été vectorisés. Hop, hop, voilà. Et donc j'obtiens deux couleurs. 0, ça veut dire que ce n'est pas visible. À l'arrière, je pourrais presque, oui, je vais mettre un vert léger. Allez hop, on va dire ça, on ne voit pas. Je mets pas de contour. Et puis je vais mettre en orange. Les éoliennes sont visibles. Voilà. Je valide. Je fais OK, OK. Voilà. Et j'ai ma thématique qui s'affiche. Et puis je vais pouvoir lui donner un peu de transparence notamment. Voilà. Et puis je vais le basculer également, ce MNT, on va dire sous mon relief pour que je puisse voir le relief par-dessus. Voilà. Voilà. Donc voilà, là j'obtiens mon résultat de ces éoliennes sont visibles ou pas visibles à 1,60 m du sol, avec une vision à 1,60 m du sol. Voilà. Donc là, voilà, j'ai réalisé, on va dire, un bout d'étude éolien. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir la partie 3D de ce résultat. Donc là, je ferme un petit peu mes fenêtres et je vais aller dans la partie 3D. Voilà, donc là, j'avais préparé un petit peu le terrain et notamment intégré sur cette 3D eh bien, les bâtiments avec une catégorisation des bâtiments par couleur. Alors, les bâtiments blancs sont des habitations principalement, et puis les autres bâtiments colorés, ce sont soit des sites industriels et commerciaux, et il y a des bâtiments d'école et il y a des bâtiments publics. Voilà. Donc, et j'ai également, si vous regardez bien, extrudé la forêt. Voilà, qu'on voit un petit peu par-dessus. Et donc, je peux me déplacer dans cette maquette et visualiser un petit peu eh bien, mon terrain. Voilà, on voit un petit peu le relief. J'ai mis les courbes de niveau pour pouvoir accentuer un petit peu ce phénomène de relief qui est finalement assez léger sur ce territoire. Et par-dessus, je vais implanter des objets 3D qui sont notamment les éoliennes existantes. Donc là, je vais insérer par-dessus eh bien, les éoliennes avec
des objets 3D que j'avais fabriqués et repris en fait sur du SketchUp. Je sais pas si je peux dire ce logiciel parce qu'aujourd'hui il est plus gratuit, mais bon voilà. Et puis ensuite je l'ai transformé dans le format adéquat pour qu'il soit prenable par Mapinfo. Mais voilà, donc on voit bien que j'ai mon territoire avec l'implantation de mes éoliennes. Donc là, l'idée maintenant, c'est d'insérer eh bien, le projet éolien que je viens de créer. Donc je vais insérer ces objets 3D. Je vais insérer ici mon projet éolien et je vais lui dire voilà, que je veux un objet 3D d'éolienne. Alors, hop. Voilà. Alors après, il y a un surdimensionnement, il y a un facteur 10 à peu près qui arrive, donc je vais réduire ça, voilà, à peu près de facteur 10. Et puis, je vais également changer la couleur, voilà, et je vais les mettre, là, pardon, c'est pas facteur 10, c'est facteur 5. Voilà. Voilà. Donc voilà, mon parc éolien apparaît ici. Alors je crois qu'à l'origine, ils sont colorisés hein, dans la base de données de l'objet éolien lui-même qui est en vert à la base. Voilà. Mais on voit en fait ici mon parc qui est implanté, mon parc en projet que je viens de faire, voilà, qui est ici et qui est bien visible. Donc ça va me permettre de savoir à peu près sur le terrain, est-ce que ça va être visible, pas visible. Alors elles sont grandes, hein, ces éoliennes, voilà. Ils font 110, 150 mètres de haut, 130 mètres de haut. Et puis, il me restait encore un élément peut-être à placer, c'est de rajouter ma couche de résultats de visible, pas visible. Voilà. Hop, hop. Et donc, c'est lui. Voilà, hop, je pourrais dézoomer. Voilà, donc voilà un petit peu le travail qu'on peut faire d'analyse et de rendu, notamment 3D, pour se rendre compte un peu de nos projets. Ma couche, elle est ici. Voilà. Et voilà, bon, je dirais, voilà, c'est vu pour la partie 3D notamment. Ensuite, souvent, on fait également ce qu'on appelle de la cartographie ou de la présentation statistique, c'est-à-dire que maintenant, il serait intéressant de savoir pour chaque commune présente, par rapport aux contraintes, de savoir pour chaque commune le pourcentage de superficie de contraintes, notamment des zones bâties avec les tampons à 500 mètres, les zones SNIEF et les zones forestières. Donc pour ces cartes statistiques, je vais simplifier un peu mon affichage. Si je vais garder mon relief, allez hop. Et puis je vais désafficher certains éléments. Alors pour l'instant, je vais garder ça. Et je vais notamment lancer différents calculs. Je vais faire ce qu'on appelle des croisements de couches, notamment pour récupérer la proportion de surface bâtie dans chaque commune. Donc c'est les tampons en fait de mes surfaces bâties à 500 mètres. Et je vais lancer à nouveau un calcul que j'avais déjà préétabli. Voilà. Et puis j'ai un résultat ici qui me sort ici. Alors c'est le chiffre en pourcentage, il faut le multiplier par 100, voilà, pour avoir le bon chiffre. Mais voilà, il m'a sorti pour chaque commune en un temps assez rapide également. Il vient de faire les calculs là de croisement et d'intersection et de sommage de toutes les superficies bâties dans un tampon de 500 mètres sur la commune. Donc là, je vais notamment afficher l'information d'une commune, ici, dont on voit ici la proportion bâtie, c'est 42% en appliquant un tampon de 500 mètres. Je vais appliquer la même chose sur les forêts. Voilà, j'exécute. Alors c'est un peu plus long parce que là c'est la forêt, il y a pas mal d'objets et pas mal de découpage, elle est assez fine, hein, c'est une forêt de l'hygiène notamment, et j'obtiens voilà une proportionnalité de surface forestière sur ma commune, et je vais faire la même chose sur mes SNIEF, voilà, et je vais exécuter,
Voilà. Et je vois petit à petit, en fait, mes colonnes se pop. Prop forêt, qui veut dire proportion de forêt 10%, prop bâti 42%, et prop ZNIF, proportion ZNIF 9%. Donc j'ai 9% de couverture de ZNIF sur les communes. Et j'obtiens un graphique, un secteur, on va dire des camemberts ou une sectorisation avec mes différentes couleurs ici. Qui sont mes styles. Voilà, je ne vois plus les couleurs, j'ai pas affiché la légende. Hein, voilà, les forêts c'est en vert, le bâti en gris et les niefs en bleu. Voilà. Donc là j'ai le prorata dans chacun de mes petits camemberts de mes résultats. Donc si j'enlève ici les contraintes, les urbanisés, et puis je vais mettre les étiquettes dessous des communes. Alors oui, j'ai fait une étiquette qui montre ces différentes proportions. Je vais aller modifier cet emplacement et je vais lui dire que c'est en dessous. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai un résultat par commune avec le camembert et les chiffres qui s'affichent dessous. Et puis, j'oublie un dernier élément, c'était, je peux calculer également par un calcul le nombre d'éoliennes dans chaque commune. Donc, je vais lancer le dernier calcul qui est ici, nombre d'éoliennes par commune, et je lance. Voilà, voilà, c'est fait. Je reviens sur ma carte. Et voilà, j'ai le chiffre qui apparaît, voilà, nombre d'éoliennes 18 et 0. Voilà, donc ça montre également la puissance de l'outil, c'est-à-dire que toutes les requêtes sont préenregistrées. Et si maintenant je dois faire, je dirais, un autre projet d'implantation éolienne et des autres calculs statistiques, presque tout est en place. Donc ma démo qui est ici, qui c'est fait pour la démo, mais en réalité c'est mon terrain de jeu, c'est ma maquette qui me permet de simuler tout ce que je veux et les résultats ici sont extrêmement rapides à extraire, hein, vous voyez. Donc surtout quand on fait de la simulation d'implantation éolienne, on peut faire comme ça pas mal de scénarios et d'avoir très très rapidement des statistiques. Et puis évidemment, d'utiliser ce nouvel outil d'affichage et de rendu 3D, voilà, qui est vraiment très sympa, quoi. Voilà. Donc voilà, ben, j'en ai fini pour ma part, Charles, et je te relaisse la main. Voilà. On t'entend pas, Charles, je sais pas s'il y a un souci. C'est moi qui entends pas. On t'entend pas, Charles, apparemment. Est-ce que tu peux vérifier de ton côté? C'est bon là? Ah, ça y est. Vous m'entendez à nouveau? Voilà, il fallait rétablir le son sur mon micro. En fait, je l'avais coupé tout à l'heure et j'arrivais pas à le remettre. Merci hein, Frédéric, c'est très beau cas d'usage sur la façon dont on peut utiliser MapInfo, sa complémentarité MapInfo 2D, la partie raster, la partie 3D, et j'ai presque envie de te dire de l'automatisation, de la méthodologie d'implantation. Donc ça c'est vraiment sympa, on voit bien toute la puissance et la simplicité d'usage de MapInfo en fait. Et ça a été vraiment très très bien illustré. Merci pour ça. Alors, on arrive à la fin du temps, donc je vais passer très rapidement, mais je voulais quand même vous signaler que vous avez à votre disposition des ressources. Tout d'abord, quand vous ouvrez MapInfo, je pense que vous l'avez tous vu, hein, vous avez une page d'accueil qui vous informe sur les dernières nouveautés, euh, les webinaires, qui vous invite à vous connecter à une communauté et qui vous met par exemple en haut le lien aussi vers le support technique si vous avez besoin. Donc ça, ce sont des premiers éléments. N'hésitez pas à vous abonner à la communauté, c'est juste un lien, hein. Vous aurez cette présentation, donc vous avez juste à vous inscrire et vous avez une quantité d'informations importante hein, sur les usages, mais aussi ça vous permet d'échanger bien sûr avec tous les autres utilisateurs et ça vous permet aussi de venir poser des questions. Vous avez ici un bouton qui s'appelle le portail des idées. Donc ce portail des idées, il est également utilisé hein, par nos product managers pour s'inspirer et pour tenir compte de vos. Vous avez également une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner et sur laquelle vous avez trouvé tout un ensemble de tutoriaux d'usage de MapInfo Pro.
Et puis, et bien après, il y a toutes ces lettres d'abonnement hein, que vous avez trouvées. Donc, il y a la Map Info Monday qui est disponible tous les lundis. Il y a un résumé mensuel qui est également disponible, bien sûr, tous les mois. Vous avez les liens sur LinkedIn également qui peuvent être utilisés, auxquels vous pouvez vous abonner et qui regroupent hein, également ces publications. Donc, vous avez le Map Info Pro Journal Group sur LinkedIn. Vous y abonnez, vous allez recevoir toutes ces lettres du Map Info Monday, etc. Avec des trucs et astuces qui sont quand même souvent très pertinents. Et bien sûr, hein, je le disais tout à l'heure, donc votre avis nous intéresse. C'est important que vous mettiez vos remarques, vos attentes sur les forums, hein, dans le langage que vous voulez. C'est lu et c'est utilisé derrière pour faire évoluer également le produit. Et en tout cas, c'est important de nous faire savoir aussi ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce qui serait bien d'avoir, etc., etc. Donc voilà, je vais conclure là-dessus et merci à tous pour votre présence. Merci Frédéric également. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps ou pas, s'il y a des questions. À toi de me dire. Alors, oui. Alors, j'ai des questions, mais qui sont pas en lien avec la présentation. D'accord. Voilà, Après, si c'est des points qu'on peut adresser, vu qu'on est en limite d'horaire, si c'est des points qu'il faut adresser après, on peut les adresser aussi ouais, par retour d'email. ouais. Voilà, oui, c'est vraiment si vous avez des questions sur ce que vous avez vu, en fait. Hein, voilà, si c'est d'autres questions, je dirais, on ne va pas les aborder ici, on n'a pas le temps. Mais on tient quand même à vous répondre et on viendra vers vous hein, dans tous les cas. Voilà. Ok. Bon, très bien. Moi, j'ai plusieurs questions, mais j'ose dire, elles sont toutes en marge, en fait. C'est plus des questions générales ou d'autres aspects qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu voir à l'instant. Donc, merci à vous tous de votre présence. Et puis, merci à toi aussi, Charles, Eh ben, avec de grand ta plaisir. Et présence. puis, n'hésitez pas à contacter Frédéric ou à nous contacter. Et inscrivez-vous hein, aux newsletters, sur les forums. Posez des questions. Faites part de vos remarques, c'est important. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, eh ben, on est là si vous avez besoin. Merci, à bientôt. Et à Bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.